Bonsoir à tous. Bienvenue dans cet amphithéâtre des années 50. Donc nous ne sommes pas forcément au cœur de l'innovation, mais nous sommes quand même à l'Université Grenoble-Alpes, qui est une université innovante, qui a produit donc ce MOOC que vous avez suivi et nous vous en remercions. Je suis Valérie Chanal, j'ai piloté la semaine sur le management de l'innovation avec mon collègue Gilles Garel. Donc je suis avec deux collègues pour ce soir. Je suis Olivier Zerbib, donc je suis sociologue de l'innovation ici à l'Université Grenoble-Alpes. Et moi, je suis Daniel Lerena. J'ai piloté avec Patrick Coendé de HEC Montréal la semaine de l'économie de l'innovation. Voilà, moi je suis enseignant-chercheur ici à l'Université de Grenoble-Alpes. Très bien, merci. Donc nous avons une petite heure en fonction des questions que nous allons recevoir pour, à tour de rôle, répondre aux questions que vous vous posez. Donc il y a eu beaucoup d'échanges assez intéressants sur les forums auxquels nous avons essayé de répondre du mieux que nous avons pu. Et puis de nouvelles questions qui arrivent ce soir. Donc c'est l'occasion également de préciser un certain nombre de choses ou de débattre de questions qui sont extrêmement intéressantes. Donc, comment est-ce qu'on commence? Est-ce que, Olivier, je me tourne vers toi? Valérie va nous passer des choses avec des questions, voilà. Vos questions avec. Donc, on remercie aussi en coulisses Valérie Bardot, qui a aussi répondu à vos questions et qui assure la technique et l'ingénierie pour ce direct. Donc on a un certain nombre de questions qui n'ont pas forcément trouvé réponse, auxquelles on n'a pas encore répondu, ou qui sont venues tardivement, sur lesquelles on peut peut-être commencer à discuter. Et puis voilà. Si on y arrive. Si on y arrive, tout à fait. Est-ce que ce sont des questions auxquelles on aura réponse? C'est pas sûr. Alors il y en a la première, tu veux peut-être? Alors je vais peut-être prendre la première, hein, qui montre que le débat est tout de suite d'assez haut niveau. Hein. Donc la question c'est, est-ce que la créativité, donc quel processus qui consiste à générer des idées nouvelles, peut conduire à une mauvaise innovation? Surtout lorsqu'on voit aujourd'hui, alors je lis la question telle qu'elle est, hein, surtout lorsqu'on voit aujourd'hui les progrès technologiques ont largement contribué à développer des produits néfastes pour notre planète et dangereux pour notre santé. Donc c'est une question extrêmement importante qui touche à l'éthique de l'innovation, à l'éthique du design. Et ça m'a fait penser en lisant ça à tout un mouvement, notamment autour du design critique, d'un ensemble d'innovateurs, de designers qui se posent précisément ces questions et qui refusent en fait à titre personnel et à titre collectif de s'engager dans des innovations qui ne seraient pas favorables à la société, à l'humain, à l'environnement. Je pense à un reportage qui s'appelle Le design éthique, qui est paru il n'y a pas très longtemps et que vous allez pouvoir retrouver sur le blog du Monde, et peut-être que Valérie, on pourra mettre la référence du documentaire. On l'a posté hein, sur le MOOC. C'est même pas nous d'ailleurs, soyons très honnêtes, c'est un des participants. Ah oui, donc un des participants qui a posté ce lien. Et par exemple, il donnait l'exemple d'un designer qui a conçu des bancs pour empêcher les SDF de dormir dans le métro. Et on va dire que c'est pas forcément une innovation orientée utilisateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, c'est vrai que les designers se posent des questions autour de ça. Et donc, effectivement, il y a des innovations qui mènent à des choses qui ne sont pas, qui sont plutôt néfastes. Et c'est ensuite la responsabilité des individus et des collectifs de jouer ou de ne pas jouer sur ce genre de projet. J'aurais tendance à dire que d'ailleurs en sociologie des sciences, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces aspects-là, et avec l'exemple de la bombe atomique, par exemple, une innovation à laquelle on pense pas nécessairement, mais qui a quand même changé très fortement notre façon de vivre, même si l'usage de la bombe atomique est heureusement assez limité. Donc il y a eu tout un courant autour de la sociologie des sciences, du rôle entre sciences et société, dans les années 50, 60, c'est des travaux assez classiques. Je pense que j'ai déjà dû mettre d'ailleurs des références bibliographiques à ce sujet qui questionnent la place de la science dans la société et la façon dont l'innovation peut naître, avec effectivement le fait de dire qu'elle n'est pas orientée forcément
parle bien, dire les choses comme ça. Je crois qu'en fait, peut-être la question derrière aussi, c'est la question aussi de la capacité de déterminer quelles sont l'intention et surtout les usages finaux de l'innovation, de l'invention. Je veux dire, il y a effectivement le cas du banc public qui est vraiment conçu, designé, réfléchi pour éviter que quelqu'un puisse s'allonger dessus. Donc on sent qu'il y a une finalité qui pourrait être qualifiée de néfaste pour beaucoup d'entre nous. Mais il y a aussi la question, tu prends le cas de la bombe nucléaire, c'est-à-dire c'est l'usage de technologies ou d'innovations qui sont entre guillemets alors détournées entre guillemets, ou en tout cas c'était pas intentionnellement néfaste, et en tout cas dont l'usage peut se révéler néfaste. Voilà. Donc Valérie me donne la petite feuille où on avait donc recensé cet après-midi, je crois, depuis quelques heures, en tout cas certaines questions. Et donc il y a une question de Wilfriedic, d'accord. Nous avons un nouveau produit. Donc déjà, félicitations, dont la proposition de valeur correspond à une valeur perçue. Voilà, donc quel mécanisme de fixation de prix peut-on mettre en œuvre pour qu'un client soit prêt à payer pour cette innovation? Donc voilà, alors maintenant je comprends pourquoi Valérie m'a donné cette question. Effectivement, en tant qu'économiste en chef, voilà, effectivement. Alors la question, je l'ai vue déjà cet après-midi, et alors je sais pas quelle est la nature même de la question. Est-ce que c'est la question du mécanisme de génération de revenus ou le mécanisme de fixation du prix en tant que tel? Je crois que c'est deux éléments totalement complémentaires, mais pas identiques. Par rapport au mécanisme de génération de revenus, il existe effectivement de nombreux mécanismes. Je crois qu'on les a pas abordés directement dans le MOOC. Par exemple, les mécanismes de tarification linéaire, non linéaire, les mécanismes de génération de revenus par abonnement, avec gratuité ensuite de l'usage, etc. Voire même des mécanismes de discrimination par les prix, hein, le fait par exemple que on va tenir compte du consentement à payer des différentes catégories de la population pour fixer des prix qui seront différents. Donc on discrimine par les prix, hein. L'exemple type, c'est vraiment le cinéma qui est moins cher pour les étudiants et plus cher pour les non-étudiants. Donc ça, c'est des mécanismes plus ou moins standards pour générer des revenus. À noter que ces dernières années, on voit apparaître, notamment avec les marchés bifaces, d'autres mécanismes de génération de revenus, où en fin de compte, on peut tout simplement générer des revenus à partir de services ou d'usage d'une innovation qui est utilisée par d'autres individus qui, eux, bénéficieront de la gratuité. Bon, l'exemple, c'est vraiment le système de la carte bancaire, avec d'un côté un marché qui est le marché des consommateurs et des usagers de la carte bancaire, vous et moi, et puis un autre marché qui est celui des commerçants qui sont équipés ou pas d'un lecteur de carte bancaire. On voit bien que en fait, c'est le côté équipement des lecteurs qui finance en grande partie l'usage de nos cartes bancaires qui sont, je dirais, relativement gratuites, au sens où on ne paye pas à l'usage de la carte. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, ça, c'est les mécanismes de génération de revenus. Après, les mécanismes, alors la question, c'est aussi, enfin, j'ai aussi compris, c'est comment déterminer, comment fixer ce prix. Alors, bon, déjà, si vous avez une innovation dont la valeur est perçue, ça veut dire que vous avez déjà un peu une idée de, effectivement, ça peut avoir il peut y avoir un écho favorable de la part de consommateurs ou d'usagers par rapport à votre innovation. Alors, il existe plein de méthodes, là aussi, qui n'ont pas été abordées directement dans le MOOC, mais les méthodes les plus traditionnelles que l'on doit à nos collègues du marketing, comme les méthodes des prix psychologiques, où en fait, on va interroger un échantillon représentatif de consommateurs potentiels, en leur demandant quels sont les prix maximum ou minimum, pour tel ou tel produit ou tel service. On en déduit ensuite des typologies de consommateurs, de consentement à payer, mais ces méthodes sont souvent très déclaratives. Ça a un inconvénient, c'est que en fait, c'est des intentions et non pas des réalités. Du coup,
Et là, en tant qu'économiste, et notamment économiste expérimental, on a des méthodes d'économie expérimentale qui permettent d'avoir non pas du déclaratif, mais des comportements d'achat réels lors d'expériences qui sont réalisées avec des vrais consommateurs ou avec des techniques d'enchères. Bon, c'est un peu compliqué, j'ai pas trop le temps pour l'expliquer, mais avec des méthodes d'enchères, on peut avoir non pas des intentions par rapport à des prix ou des achats de produits innovants, mais vraiment des vrais achats de la part de sujets, on appelle ça des sujets, ou de gens qui sont dans l'expérience et qui vont acheter plus ou moins cher le produit. Donc c'est des manières de tester des scénarios de prix qui se développent de plus en plus dans certaines entreprises. Donc c'est des techniques un peu particulières, encore en cours de développement, que nous développons notamment aussi à Grenoble. Voilà. Donc si j'ai pu répondre rapidement, en tout cas je serai prêt à répondre via le forum encore cette semaine pour vous donner 2 ou 3 références éventuellement. Alors on va passer à une question de précision de concept qui va être un petit peu plus courte que le développement de Daniel. Alors la question est formulée comme ça. Si l'innovation consiste à bouleverser nos habitudes quotidiennes, pourquoi dit-on que c'est l'opposé d'une invention qui, selon moi, participe à la mise sur pied des nouveautés dans nos sociétés et nos marchés? Donc il s'agit là d'une demande de précision de concept entre ce qu'on appelle l'invention et ce qu'on appelle l'innovation. Donc en effet, on appelle une invention une idée originale qui peut à la limite déboucher sur un brevet ou sur une nouvelle technologie. En revanche, on passe à l'innovation quand effectivement il y a la diffusion de cette chose nouvelle soit sur un marché, soit dans une société ou dans un collectif. Donc l'invention, c'est, disons, ce qui est nouveau, alors que l'innovation, c'est ce qui est diffusé. Voilà, donc peut-être que mes collègues veulent rajouter quelque chose, mais voilà, pour apporter des précisions sur ces 2 notions. Donc, pour répondre à l'interpellation, l'innovation, c'est pas l'opposé d'une invention, ça serait plutôt la suite d'une invention, mais de nombreuses inventions ne débouchent en fait jamais sur des innovations. Il n'y a qu'à voir le concours Lépine, qui est un magnifique concours d'invention. Peu de produits que l'on voit dans ce type de concours vont ensuite se retrouver utilisés via la diffusion sur un marché. Voilà. On avait une question, Olivier, sur les Fab Labs sociales, donc innovation technologique, innovation sociale. Oui. Alors, désolé pour la mise en forme. Dans les faits, on est dans un formatage très classique universitaire en table ronde comme ça, c'est pas super pratique, donc il faudra qu'on innove encore un peu sur nos modes de direct. Ça me fait écho à tous les débats autour du MOOC. Je fais la promo pour la semaine de sociologie et les forums de sociologie. Bon, on voit là qu'on n'est pas encore hyper innovant dans nos modes d'interaction, mais bon. Donc on a une question de Sukina qui nous dit: les Fab Labs sont plutôt destinés à concrétiser les idées et prototyper les modèles d'innovation techno. Est-ce qu'il existe des Fab Labs à caractère social permettant de tester de nouveaux concepts pour l'innovation sociale ou collaborative, en pensant notamment aux organismes de secours comme le Secours Populaire ou la Croix-Rouge? Oui, tout à fait. Et il y a tout un mouvement d'Infolab, de Learning Lab ou globalement de tiers-lieux ou de hackerspace, ou même plein de lieux qui ne se revendiquent pas comme étant d'ailleurs des lieux strictement innovants, mais qui réfléchissent à des propositions à caractère social dans le cadre de l'économie sociale ou dans le cadre de la culture, par exemple. Donc vous en trouverez beaucoup de témoignages dans tout un tas de lieux différents. Mais globalement, si vous regardez ce qui se passe autour des Infolabs, ici à Grenoble, par exemple, en ce moment, il y a ce soir même, d'ailleurs, on peut pas y être parce qu'on est là, il y a un Civic Lab qui est organisé où les propositions, c'est de réfléchir à des nouvelles formes de participation publique, de politique publique. Il y a toute une réflexion dans le design des politiques publiques en ce moment qui sont pour nous très stimulantes. La 27e région, tout à fait, qui se pose beaucoup de ces questions-là. Moi, je travaille sur les bibliothèques, par exemple. Il y a énormément de questionnements autour des nouveaux services, de la façon dont on peut les designer. Et ça boucle avec une autre question qui nous est posée ce soir. Peut-on dire que le vote féminin ou les droits des travailleurs sont des exemples d'innovation ? C'est un peu le même type de préoccupation. Est-ce qu'il s'agit d'innovation sociale ou d'innovation politique ?
Alors, c'est pas facile de répondre à cette question parce que ça suppose que ce soit fait avec des groupes qui soient un petit peu stables dans le temps, qui aient défendu un projet. Mais en tout cas, il y a l'idée derrière le vote féminin, par exemple, ou derrière le droit des travailleurs de conflit, de lutte. Et c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les processus d'innovation, en tout cas le fait de devoir surmonter des contraintes, répondre à des questionnements voilà. et des difficultés. Voilà. Ouais. Donc même s'il n'y a pas directement l'idée de marché qui est présente, il y a quand même bien un mouvement social et des propositions et des oppositions pour amener une forme de changement social. Voilà. Donc, d'une certaine façon, oui. On peut peut-être aussi compléter pour dire que souvent les innovations technologiques, je pense par exemple au domaine des médicaments, qui sont des produits qui aboutissent en fait sur un marché après de longs temps de recherche. Si les médicaments se diffusent sur les marchés, c'est aussi qu'il y a eu et qu'il y a toujours des innovations sociales en termes d'organisation des soins, de caisses d'assurance maladie, tout un ensemble de choses qui font que le produit en tant que tel va pouvoir trouver son usage. Et donc souvent on a bien une interpénétration entre innovation technologique, innovation sociale qui vont souvent ensemble. Alors, on a une question pour Daniel aussi. Je pense. Non, je ne sais pas. Oula, Elle a déjà été traitée. Si tu as envie de faire celle-ci... C'est gentil. Quelle est la différence entre une innovation et une réforme ? Donc, déjà, malheureusement, notre collègue philosophe n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Donc, du coup, je crois que c'était peut-être lui, Thierry, qui aurait été le plus à même de vous répondre. Alors, en tant qu'économiste, je vais avoir un peu de mal, c'est vrai, à le répondre. Mais je pense que les réformes, c'est effectivement l'idée derrière innovation et réforme, on a effectivement en tête, à l'esprit, la dimension changement. Voilà, une réforme, on va faire la réforme de l'enseignement supérieur. Alors on va changer les modalités pratiques d'intéressement, de motivation des enseignants, de participation des étudiants. C'est vrai que si on regarde certaines réformes de l'enseignement supérieur, je prends ça parce que c'est le domaine que tous les trois nous vivons tous les ans en termes de réformes. On pourrait dire que effectivement il peut y avoir des innovations, mais il peut y avoir des réformes où il n'y a pas forcément de nouveautés. Donc je dirais pas que c'est systématique. Alors c'est peut-être une réponse un peu bateau, quoi, au sens où une réforme peut y avoir de l'innovation ou pas, et donc c'est pas forcément la même chose. Je veux dire, si demain on décide de réformer le service militaire, en d'autres termes, de revenir à un service militaire obligatoire de 12 mois, c'est bien une réforme, mais je pense pas que ce soit une innovation au sens où il n'y a pas franchement nouveauté, même si c'est diffusé à toute la société. Pour reprendre tout à l'heure la petite remarque, par innovation, c'est pas forcément une diffusion dans la société, c'est pas forcément par les marchés. Par rapport aux innovations sociales, c'est vraiment une diffusion dans les usages et les pratiques de la société, et ça passe pas forcément sur les marchés. Par exemple, le service militaire ne sera pas une innovation sociale. Voilà. Alors, on a reçu dans le direct une question que je vais interpréter comme je peux, parce qu'elle n'est pas forcément... voilà, c'est un peu ambigu. Alors, la question, c'est place de la qualité dans l'innovation et inversement, place de l'innovation dans la qualité. Bon, donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a un questionnement autour du lien entre qualité et innovation, ou démarche qualité, management par la qualité et management de l'innovation. Alors, ça me replonge dans un certain nombre de travaux de recherche qui montrent que, alors je ne sais pas si c'est quelque chose auquel on pourrait s'attendre ou si c'est contre-intuitif, que les entreprises qui investissent le plus en management de la qualité sont en fait les moins innovantes. C'est-à-dire qu'il y aurait en fait des formes de gestion et de management qui seraient un peu opposées entre la qualité, le management par la qualité qui demande des procédures, des indicateurs, tout un ensemble
un ensemble de choses bien normalisées, et puis l'innovation qui au contraire demanderait une ouverture, du flou, le droit à l'erreur, la réalisation de choses qu'on n'a pas forcément planifiées à l'avance. Donc voilà, il y a déjà, pour répondre à une partie de la question, un ensemble de travaux qui d'une certaine manière, opposerait démarche qualité et démarche d'innovation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans l'innovation, si on veut aller vite dans les démarches, par exemple, de prototypage rapide, eh bien, on va potentiellement mettre sur le marché des produits qui sont pas super testés, qui peuvent encore, on voit très bien ça dans le domaine du logiciel, hein. On teste pas les produits, on les lance et puis il y a des bugs et puis c'est avec l'usage qu'ils vont s'améliorer. De même, on a aussi toujours dans l'idée d'innovation rapide, agile, on a de plus en plus d'entreprises qui ne font plus d'études de marché et qui en fait utilisent le marché réel comme test et donc lancent beaucoup de produits en se disant parmi tous ces produits, il y en a bien qui vont réussir et d'autres qu'on va retirer. Voilà, donc tout ça pour illustrer que peut-être qualité et innovation ne vont pas toujours de pair. Et puis donc il y a la question inversement, place de l'innovation dans la qualité. Alors, je suis pas du tout spécialiste du management de la qualité, mais je pense aux démarches dans le domaine de l'informatique notamment et de ce qu'on appelle les méthodes agiles qui viennent d'une certaine manière des méthodes qualité et où là, on a de l'innovation, on va dire, méthodologique pour amener des groupes à développer, par exemple, des logiciels de manière plus rapide, avec des boucles de rétroaction courtes, etc. Donc oui, là, dans ce sens-là, je dirais que oui, dans les méthodes de management de qualité, il y a de l'innovation. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à ce qu'il y avait derrière cette question. Alors, il y a une autre question d'Esquiza qui nous a écrit sur le forum. Si je comprends bien, dans les sociétés modernes, le fort avancement de connaissances nous fait douter sur la notion de progrès continu. Et l'innovation au sens large, à l'instar d'une vitamine, vient nous rassurer, nous booster. Est-ce bien ça ? En gros, on aurait abandonné l'idée du progrès technique, un peu l'idéologie des Lumières, et donc on en serait à essayer de se rassurer avec d'autres rapports au changement social et à la nouveauté. Alors c'est pas faux. Il y a des choses intéressantes derrière cette question. Je pense que la première question sur le fait de relativiser un peu la notion de progrès technique et la confiance dans le progrès technique, elle est quand même liée. Alors moi, je suis pas un spécialiste des idées politique ou philosophique, mais à mon sens, le fait d'avoir vécu la Première Guerre mondiale et une industrie, un progrès technologique très fort dans l'art de tuer son prochain, puis la Shoah avec une mort industrielle, puis la bombe atomique, ça a dû quand même un peu ébranler nos profs presque contemporains sur l'idée que le progrès allait forcément dans le sens du bien, ce dont on parlait déjà tout à l'heure. Donc effectivement, après, ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions sur le rôle des sciences et beaucoup de travaux en sociologie et en histoire des sciences pour comprendre d'où venait cette idée de progrès et comment se fabriquait la science. On a vu effectivement que la science n'était pas non plus quelque chose qui allait forcément de façon sur des fronts continus. Il y a des avancées qui sont partielles, qui sont remises en cause, qui sont par moments fragiles. Bon, ça je vous renvoie à tous les travaux, notamment de Latour, mais d'autres aussi, Popper sur la philosophie ou l'histoire des sciences. Bon, qui montre qu'effectivement la technique et la science avancent pas forcément de façon continue et on va pas forcément vers quelque chose qui est lié strictement à un progrès. Je pense que Thierry l'a abordé de toute façon dans ses capsules. Après, est-ce que l'innovation c'est là pour nous rassurer ? Alors certains sociologues effectivement diront ça, sociologues critiques, disant que c'est
largement idéologique, et il y a eu des travaux qui ont été faits sur le management notamment comme projet, comme étant un renouveau du capitalisme en fait, et comme toute idéologie est là pour masquer des dominations, c'est pas tout à fait pour rassurer, mais en tout cas pour faire passer en gros la pilule de rapport de force. Bon, c'est une façon de voir les choses. D'autres sociologues sont moins catégoriques et essayent de comprendre comment ça fait sens dans des univers sociaux différents. Et quand on parle d'innovation au sens large, comme la question est posée, il faudrait répondre au sens large, et c'est beaucoup plus intéressant de répondre de manière circonstancielle. On parlait tout à l'heure de lieux dans lesquels on invente du social, des politiques culturelles ou des politiques sociales différentes. Il y a des lieux qui parlent jamais d'innovation, qui cherchent pas à se rassurer, mais qui cherchent à changer des choses. Bon, et pourtant c'est l'innovation. Voilà. Donc il y a des gens par contre qui parlent beaucoup d'innovation de manière positive. Ah. Ah non. On est complètement coupé. Ah oui. Bon, c'est dommage. Ouais, c'est vrai, Ouais, parce que moi, je me rappellerai pas la question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, il y a une question qui, somme toute, est intéressante. C'est l'innovation. Est-ce que c'est l'objet créé ou le résultat qui a créé cet objet? Puis après, on a des questions de... Ok, donc on a une coupure, je suis désolé. Mais alors, du coup, je sais pas où j'ai été coupé. Et je vais peut-être pas reprendre depuis le début. Bon, enfin voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors après, si on a été coupé, je redévelopperai sur le forum s'il y a lieu. Simplement, dans la question qui était posée, on disait est-ce que l'innovation au sens large vient nous rassurer, nous booster? Je pense que c'est intéressant de ne pas prendre le terme innovation au sens large et de regarder comment localement, dans des différents univers sociaux ou différentes entreprises, on interprète cette question de l'innovation de manière positive ou négative, et comment on réagit, c'est-à-dire des groupes qui sont en soutien ou en opposition à des formes d'innovation, ou des groupes qui font de l'innovation sans en parler. Comment eux définissent cette notion de progrès et de changement social, quoi. Ça, ce qui vient d'être dit rejoint la question d'après. Qui dit est-ce que l'innovation ça désigne l'objet qui est créé ou le résultat qui est créé par cet objet, c'est les conséquences. Et je pense que en fait c'est quand même les deux. Souvent on parle d'innovation à propos d'un produit ou d'un service, mais ce qui est intéressant c'est de voir ce que ce produit ou ce service crée comme perturbation dans les relations sociales, dans les usages. On parle aussi d'innovation d'usage ou de détournement d'usage, ou de produits qui avaient été conçus pour une fonction puis qui sont utilisés finalement pour faire autre chose. Donc oui, si on veut comprendre l'innovation dans son contexte, c'est effectivement d'aller au-delà d'un produit nouveau, un service nouveau, mais bien de qu'est-ce que ça transforme de manière plus large au niveau social. Rajouter quelque chose? Non, c'est très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions qui arrivent sur le direct. Il y en a une qui semble arriver. Parce qu'on en a d'autres, mais qu'on aimerait plutôt garder, on va dire, pour la fin. Oui, alors ceux qui ont posé des questions en ligne et qui ne nous voient pas répondre, ne désespérez pas. On va y répondre, mais on fait des petits paquets qui nous semblent intéressants. Voilà. Hop. Je pense que c'est pour... Ah oui, alors là, c'est une question pour mon collègue économiste. Alors, la compétition des innovations est-elle un processus de sélection face au marché orienté par les États? Bon, alors attendez, je vais relire parce que je suis pas sûr de comprendre la question. La compétition des innovations est-elle un processus de sélection face au marché orienté par les États? Je ne sais pas si vous arrivez bien à comprendre la question. Est-ce qu'en fin de compte, y aurait-il une compétition plutôt entre les États par les innovations? C'est cela, ou plutôt dans ce sens-là? Il est évident que quand on regarde les questions économiques, notamment à une échelle internationale,
le discours assez récurrent des économistes est bien de dire qu'on a basculé, beaucoup d'économies ont basculé dans une économie de la connaissance, de l'innovation, et que la compétition entre les États ou entre les régions du monde serait de plus en plus basée sur la création de nouveaux produits, de nouveaux services à forte valeur ajoutée, alors que d'autres pays resteraient plutôt sur une compétition par les coûts ou par les coûts ou par les avantages, par exemple en matière de ressources naturelles. Alors effectivement, les innovations vont être des sources de croissance, comme on a essayé de le montrer avec Patrick dans nos vidéos dans la semaine de l'économie. Les innovations sont source souvent de croissance à partir du moment où on a une véritable innovation au sens marchand. Donc là, en tant qu'économiste, je peux surtout parler que des innovations de produits et de services marchands, non pas forcément d'innovation sociale. C'est vrai que la compétition à l'heure actuelle se fait essentiellement au niveau économique par le développement de nouveaux produits, de nouveaux services qui sont souvent de plus en plus d'ailleurs localisés. Ça, c'est peut-être aussi une autre dimension qui apparaît de plus en plus, c'est que la question de la relocalisation, ou plus exactement la question du développement durable de nos économies avec des concepts comme de proximité, de circuits courts, voire d'économie circulaire, avec le réusage, le remanufacturing, le recyclage, etc. C'est effectivement une dimension territoriale qui va être de plus en plus prégnante. Voilà. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, j'ai du mal à la cerner. Je suis désolé si jamais ce n'était pas ça. Bon, il y a peut-être dans la question le rôle des États en tant que régulateurs sur la compétition, en fait, et sur la façon dont les innovations sont en concurrence. C'est ce que je comprends dans l'idée d'orientation par les États. Est-ce que le rôle du régulateur, en fait, oriente la façon dont les innovations sont en concurrence les unes avec les autres? Clairement, est-ce qu'on peut imaginer qu'une innovation pas très bonne, peut-être, arriverait devant une autre parce qu'elle est davantage poussée par le pouvoir politique, etc. Moi, c'est peut-être un peu ce que je comprends. D'accord. Alors, effectivement, là, il y a là aussi, en termes même au niveau historique, on a beaucoup d'exemples d'innovations, alors pas forcément qui seraient moins bonnes que d'autres, qui ont été poussées par les États. L'exemple type qu'on étudie souvent en économie d'innovation, c'est l'exemple du nucléaire, mais cette fois-ci civil, où on voit bien que certaines techniques de l'énergie nucléaire civile ont été vraiment orientées par les pouvoirs publics. Les filières nucléaires civiles françaises, la filière nucléaire civile française a vraiment été très marquée par la volonté des pouvoirs publics à l'époque, en l'occurrence le général de Gaulle, d'avoir une indépendance technologique et scientifique totale par rapport à d'autres pays comme à l'époque les puissances nucléaires étaient soit les États-Unis, soit l'URSS. Et donc, effectivement, il y a une orientation des États, une orientation des innovations qui peut être réalisée par les pouvoirs publics pour entrer dans des phases plutôt... pour soutenir des économies plutôt nationales. Ça, c'est dans un sens, mais on a aussi... la possibilité d'avoir une orientation par les pouvoirs publics de l'innovation vers des aspects beaucoup plus positifs. Les grands programmes de recherche, par exemple, de la Commission européenne, depuis à peu près une quinzaine d'années, ces programmes de recherche qui financent à la fois la recherche publique, mais énormément la recherche privée aussi. Ces programmes de recherche financés par la Commission européenne, par l'Union européenne, se sont
développé sur des grands axes, des enjeux, ce qu'on appelle les enjeux sociétaux. Par exemple, une énergie sûre, efficace et durable, par exemple. Donc là, on va avoir une orientation par les pouvoirs publics, peut-être pour répondre à d'autres questions depuis le début, sur le côté, in fine, l'usage ou l'utilisation de certaines innovations peuvent être néfastes. Là, c'est l'exemple où des pouvoirs publics peuvent orienter favorablement, entre guillemets, même si c'est toujours très difficile de qualifier qu'est-ce qu'une innovation favorable ou défavorable, ou positive ou négative, mais en tout cas, essaye d'orienter les activités de recherche et développement, et donc d'innovation des acteurs privés ou publics vers des enjeux sociaux qui sont jugés comme majeurs pour l'avenir de la société. Voilà, donc... Oui, derrière la question du jugement de valeur aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jugement de valeur, il n'est pas défini une bonne fois pour toutes. Il fait l'objet de débats, de conflits entre groupes sociaux qui sont pas orientés vers la même définition de la valeur déjà et du bien. Et de ce qu'il convient de faire. C'est bien le problème d'ailleurs dans une situation d'innovation, ça commence souvent par des malentendus en fait. Et le fait de chercher à donner un sens commun à une démarche, et c'est un peu ça compte parmi les principaux enjeux de la démarche d'innovation, effectivement, essayer de créer une valeur qui soit à peu près commune et un dispositif ou un service dont on puisse parler tous à peu près de la même façon, ou en tout cas qu'il y ait du sens, même si c'est un sens un peu différent pour à peu près tout le monde. Et par moment, tant qu'il y a une innovation n'a pas de sens, elle a peu de chances de se développer. Voilà. Donc souvent on pense résistance au changement ou résistance à l'innovation en se disant que un certain nombre de groupes auraient identifié bien l'innovation et ils voudraient pas s'y plier. C'est souvent qu'ils voient pas l'intérêt, en fait, tout bêtement, ils voient absolument aucun sens à développer un nouvel usage ou à soutenir un nouveau marché ou un nouveau mode d'organisation. Voire ça heurte leur propre valeur. Enfin, ça peut même y avoir des oppositions actives à certaines innovations technologiques, pour des raisons de valeur et de priorité sur les différents investissements que la société devrait faire. Ce que je vous propose maintenant, parce que je vois pas de nouvelles questions qui arrivent sur le direct, c'est que on prenne la parole chacun d'entre nous sur un ensemble de questions qui traitent en fait du MOOC dans son ensemble. Donc qui ne sont pas spécifiquement sur des questions de compréhension, des questions sur tel ou tel aspect de l'innovation, mais vous nous interpellez et on vous en remercie sur pourquoi ce MOOC, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Donc il y a des remarques sur le fait que il n'y avait pas forcément de lien direct entre les 4 thématiques qui sont abordées. Donc je vais peut-être tout de suite évacuer cette question en disant que effectivement c'était notre orientation première, parce que c'est un MOOC qu'on a lancé il y a maintenant 3 ans, et on pensait que c'était intéressant de montrer que autour de cet objet qu'est l'innovation dont on parle beaucoup, eh bien on pouvait avoir des regards éclairés par des disciplines de recherche en sciences sociales qui allait donner à voir tel ou tel aspect de l'innovation. Donc c'est pour ça que cette première version du MOOC, on l'a faite comme ça, avec effectivement pas forcément de fil directeur, même si le fil directeur, on a essayé de le créer via le travail qui est demandé sur les pionniers Chamengo. Puisqu'en fait, là, on se trouve face à des innovations à la fois économiques, technologiques pour certaines et sociales. Et donc, on a trouvé que c'était des exemples intéressants pour vous amener, vous les participants, à réfléchir sur le volet plutôt sociologique ou plutôt éthique ou plutôt économique de telle ou telle innovation. Donc voilà, disons que le lien, on l'a fait à travers les activités qu'on vous a demandées, mais peut-être pas d'une façon thématique. Donc, les questions qui sont posées, et puis je vais me retourner vers mes collègues là-dessus, c'est est-ce qu'on peut concevoir un métamodèle, c'est comme ça que c'est indiqué, pouvant relier le management, la sociologie, l'économie, la philosophie. Quel avenir
quel avenir pour cette innovation qu'est le MOOC? Alors, je ne sais pas si c'est le MOOC en général, la question posée, ou celui-ci. Prévoyez-vous de poursuivre ce MOOC avec des modules complémentaires approfondissant tel ou tel aspect? Donc voilà, je laisse la parole à mes collègues, je la reprendrai après. Qui veut commencer? Je ne sais pas, par rapport à le premier point, cette idée d'avoir un modèle général qui combinerait l'économie, la sociologie, le management, etc. Un métamodèle, moi je me méfie beaucoup des métamodèles, je veux dire au sens où c'est pas que ça serait pas pertinent, mais c'est la difficulté, surtout dans un MOOC entre guillemets en plus. Je veux dire, il y a quelque chose qui est très important pour nous dans ce MOOC et dans le MOOC qui va suivre ou les prochains MOOC qu'on souhaiterait développer, c'est la question de l'intérêt que ça peut susciter chez les auditeurs, chez les apprenants ou les gens qui nous suivent, et leur capacité à saisir toutes les subtilités. Ce qui fait que un métamodèle serait, à mon avis, déjà très difficile à développer entre nous en tant qu'enseignants-chercheurs par rapport à l'innovation, et sous la forme d'un MOOC, je pense que ça serait un peu difficile. Par contre, l'idée de pouvoir cerner, non pas ou de concevoir un métamodèle, mais plutôt de travailler sur une innovation qui serait bien définie, bien ciblée, un même objet, entre guillemets, sous l'angle en même temps de management de la sociologie de l'économie et philosophie, ça nous permettrait non pas d'avoir un métamodèle, mais d'avoir vraiment une vision pluridisciplinaire du même objet. Comme le disait Valérie, au départ, le MOOC, c'était vraiment, voilà, l'objet c'est l'innovation, c'est ce concept d'innovation, et on va l'aborder sur 4 angles disciplinaires. Même ça, c'était déjà trop, à mon avis, presque trop général, trop large. Peut-être qu'il serait intéressant. Alors, le souci sous le forme de MOOC, c'est, on peut pas dire, on va faire un MOOC sur le iPhone ou un MOOC sur la démocratie participative, par exemple. Voilà, pour prendre deux exemples d'innovation. Mais par contre, ça serait peut-être un challenge pour nous, c'est de se dire, voilà, on prendrait un exemple d'innovation relativement complexe, où on voit vraiment qu'il y a des enjeux économiques, sociologiques, éthiques et de management qui permettraient peut-être de faire sentir chez les auditeurs, de faire sentir à la fois la complexité et la richesse que peuvent avoir les 4 disciplines sur cet objet. Et voire même d'autres disciplines. On peut aussi imaginer que on associe d'autres collègues, d'autres disciplines qui ont aussi énormément de choses à nous dire. Je pense notamment à la psychologie ou voilà. Moi, je voudrais compléter ce qui vient d'être dit pour dire que en fait, ce fameux métamodèle, ce n'est ni plus ni moins que l'innovation qui est en train de se faire, l'innovation que vous faites vous, puisqu'il y a beaucoup de participants du MOOC qui sont des praticiens de l'innovation. Je pense pas qu'un praticien de l'innovation, à un moment donné, il se dit « Tiens, je fais de la sociologie » ou « Tiens, je fais de l'économie ». Non, il a des questions à traiter et il les traite dans l'action. Nous, on vous parle en tant que, disons, expert d'une certaine discipline et on amène des lunettes théoriques pour regarder tel et tel aspect de l'innovation. Mais les disciplines, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc, en fait, une problématique d'innovation, elle se traite forcément sur le terrain de manière interdisciplinaire. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être... dans cette question, c'est aussi est-ce qu'on pourrait faire un MOOC qui soit plus appliqué, moins théorique, et donc moins disciplinaire. Ça me fait penser à une remarque dans un documentaire où il y avait Ken Robinson qui a beaucoup travaillé sur la créativité et qui parlait de l'interdisciplinarité. Il disait l'opéra, c'est quelque chose qui est très interdisciplinaire. Il y a du théâtre, il y a de la lumière, il y a des costumes, il y a de la musique, etc. Sauf que on ne dit pas qu'on va faire de l'interdisciplinarité. Quand on va à l'opéra, c'est un tout. L'innovation, c'est un peu la même chose. Donc voilà, ce qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est comment on peut collectivement faire de l'innovation, de la formation à l'innovation. Un opéra. Comme un opéra, exactement. Tu veux compléter ? Oui, derrière l'idée de métamodèle, il y a aussi l'idée de modèle et du fait qu'on puisse modéliser des connaissances. Et on est dans des disciplines qui sont pas toutes
qui n'ont pas de relation strictement avec la notion de loi, de mathématiques, etc. Je pense que ça doit être quelqu'un qui a dû faire des disciplines scientifiques qui nous pose cette question-là. On est dans des disciplines qui sont souvent empiriques, avec des cas, effectivement, qu'on essaye d'étudier. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut unifier nos 4 disciplines? Faudrait déjà qu'on arrive à unifier nos propres disciplines, en sachant qu'on parle on parle sur des cas qui sont très différents, et c'est déjà compliqué de faire discipline, au sens où, s'intéresser à l'innovation dans la santé ou l'innovation dans l'automobile, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes cas, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes problèmes. Donc on parle pas des fois même tout à fait le même langage. Et bon, c'est en gros le travail des universitaires d'essayer d'élaborer des outils conceptuels et théoriques communs. Alors après, il y a souvent des cas dans lesquels on n'est effectivement pas vraiment dans la discipline et on dialogue plus avec des économistes parce qu'on est sociologue de l'économie ou on fait du management parce qu'on est sociologue des organisations. Enfin voilà. Donc très souvent d'ailleurs la question de savoir si on est vraiment dans la discipline se pose aussi. Et c'est pour ça qu'on fait un MOOC et qu'on est dans cette démarche pluridisciplinaire, c'est en se disant tiens, c'est intéressant de parler différemment de sujets communs et d'essayer de comprendre des fois par ce biais-là un peu plus ce qu'on fait nous-mêmes dans notre discipline. Ouais. Bon. Après, je pense qu'effectivement, on a dans ce premier MOOC, on s'est un peu domestiqué parce que honnêtement, c'est rare d'avoir des enseignants qui font des choses en commun, même à l'université. On a tendance à faire un cours les uns après les autres. Là, au moins, on a vu ce que faisaient les autres et en plus les autres d'autres disciplines. Donc pour moi, en tout cas, ça a été très formateur parce que j'ai enfin compris ce que vous racontiez dans vos cours un petit peu plus. Je caricature un peu parce que même si on lit des choses, c'est quand même intéressant de savoir comment une question qui nous est posée à tous trouve des échos différents. Alors effectivement, moi j'ai eu une entrée plutôt théorique. Vous avez eu des entrées plutôt appliquées. Bon voilà, en philosophie, je pense qu'on a été sur une démarche qui était assez proche. Mais moi, j'entends aussi effectivement la question de se dire comment on peut prendre un objet et l'éclairer avec des trajectoires communes, peut-être même à 2 voies ou 3 voies, 4 voies en même temps, faire la même vidéo et pas rester chacun dans nos disciplines. Ça, je trouverais ça effectivement très intéressant, problématique sans doute, mais très intéressant. Et du coup, il y a l'autre question qui est liée, c'est on peut nous trois avoir des avis différents, mais la question c'est prévoyez-vous de poursuivre ce MOOC avec des modules complémentaires approfondissant tel ou tel aspect? Alors si on reste dans la même logique, effectivement, comme disait mon collègue Daniel Herena, on pourrait, d'ailleurs on avait sollicité nos collègues en psychologie, il y a beaucoup de choses à dire en psychologie autour de l'innovation et de la créativité. On pourrait aller mobiliser l'histoire, on pourrait aller mobiliser plein d'autres disciplines, mais moi personnellement, je pense que maintenant, c'est pas la bonne voie maintenant à suivre, de rajouter des nouvelles disciplines. Il faudrait plutôt effectivement, comme disait mon collègue Olivier, de chercher un peu plus de transversalité. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Et donc, il y a la question globalement l'avenir des MOOC en général. Moi, je pense que ça se trouve là, typiquement dans ce type je ne sais pas si les MOOC resteront dans la forme qu'ils ont actuellement, sans doute pas, mais je pense que cette invitation à discuter devant un public qui n'est pas forcément un public disciplinaire, c'est à mon avis là-dedans que ce type d'innovation va nous amener et a des chances de rester un petit peu, d'avoir des espaces de dialogue qui ne sont pas ceux de la conférence, dans lequel on intervient souvent de manière un peu pluridisciplinaire, mais qui soit vraiment en se disant, ok, comment on traduit nos travaux pour des publics qui, eux, sont effectivement, comme tu disais, dans la vraie vie, et pas des étudiants de sociaux ou de management ou de philo. Je pense que d'une façon technologique, X ou Y, c'est à mon avis à ce type de défi qu'il faudra répondre. Voilà. Non, mais je crois que l'idée de travailler plutôt sur un objet commun qui pourrait être sous la forme d'une vidéo, tous les 3 ou tous les 4, sur un objet commun, peut-être quelque chose qui peut être considéré comme complémentaire à ce qui a été fait jusqu'à présent.
Je crois que est-ce que de manière générale les MOOC vont rester ou vont persister? En fait, c'est comme n'importe quelle innovation. En d'autres termes, c'est les auditeurs, c'est les gens qui s'inscrivent sur la plateforme Fun, qui s'inscrivent. Je crois qu'on est arrivé à un peu plus de 4000 personnes qui sont inscrites. Ça fait 3 ans, c'est la 4e année. Donc, en tout cas, pour l'instant, rien ne montrerait que non, ça va disparaître. En tout cas, comme n'importe quelle innovation, c'est diffusé dans la société. Si c'est encore utilisé par la société, les individus, je pense que c'est une innovation qui peut perdurer. Voilà, la question fondamentale, c'est plutôt du côté des enseignants. Est-ce que nous, à titre individuel ou de manière générale, est-ce que les enseignants, notamment les universitaires, sont prêts à quitter leur monde traditionnel de l'enseignement à l'université, c'est-à-dire un enseignement, comme tu le disais, c'est très, très disciplinaire, avec des étudiants surtout qui sont entre guillemets déjà des mini-experts, quoi. C'est-à-dire c'est des gens qui généralement, enfin moi quand je fais un cours d'économie d'innovation, c'est à des étudiants qui sont en bac plus 4. Donc grosso modo il y a beaucoup de choses que je n'ai pas besoin de présenter, qui étaient dans les vidéos. Ce qu'on a voulu aussi dans ce MOOC, c'était le caractère absolument très ouvert à l'ensemble du public, quoi. Et ça nous a appris beaucoup au niveau de la façon de proposer et d'exposer nos concepts ou nos théories ou nos études de cas pratiques. Et l'idéal, ce serait, en tout cas moi de mon point de vue, ce serait de peut-être faire une 5e semaine ou une 6e, pourquoi pas, sur un cas ou sur le cas d'une innovation qu'on disséquerait à 3 voix ou 4 voix. Alors, moi, je pense que, pour le coup, aussi, sur la question de l'avenir des MOOC, en ce moment, il y a eu, effectivement, comme je crois que tu l'as signalé, Valérie, des articles sur est-ce que les MOOC font pchit, etc. Ce qui menace sans doute le plus les MOOC, c'est les discours prophétiques assez classiques, révolutionnaires. Ça va remplacer l'université, ça va remplacer les formes traditionnelles d'enseignement. Évidemment, ça sera pas le cas. Donc, si c'est penser les MOOC en remplacement et dans une façon de rupture, évidemment, non, ça va pas se faire. Donc, si on fait des MOOC en se disant que c'est ça le but, d'abord, il n'y a pas grand monde qui voudra le faire, et nous les premiers, parce qu'on n'a pas intérêt à le faire. Ensuite, on voit bien que ça fonctionne pas. Voilà. Donc, on est plutôt dans des formes de vulgarisation qui vont être renouvelées, vulgarisation scientifique, aller chercher d'autres publics, avoir une utilité un peu différente. Voilà, et puis de façon plus complémentaire avec nos façons de faire assez classiques. Voilà. Bon, on va terminer avec des petits messages qui nous font chaud au cœur et qui vont nous permettre de vous dire au revoir. Donc, boire une bière. Voilà. Donc, ce MOOC m'a permis d'enrichir mon champ de réflexion sur l'innovation. Et puis, un autre message très sympathique. Félicitations à l'équipe. Une approche sur les 4 semaines plutôt cohérente, qui donne un bon canevas d'analyse. Remerciements à toute l'équipe. Bon, on est content. Ça fait plaisir parce qu'en fait, on a aussi la frustration de parler à des gens qu'on ne connaît pas. Qu'on ne voit pas, contrairement à quand on fait cours avec nos étudiants. Donc voilà, ça fait des petits messages, ça fait plaisir. Le fait que vous nous suiviez sur le fil Twitter, sur la page Facebook du MOOC, dans les forums, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un peu plus de contact avec vous, les participants de ce MOOC. Donc voilà, moi je voulais vous remercier. Merci à tous. Merci. Et puis peut-être à l'année prochaine pour la 5e saison, peut-être avec de nouvelles vidéos. Voilà. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.